Bien, bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille un énième invité pour ce Sportcast. J'ai perdu le fil, mais de toute façon, toujours des invités exceptionnels. Je te laisse te présenter. Salut à tous, je m'appelle Louis Engel, je suis diététicien et tabacologue comme on avait discuté. Donc voilà, moi je suis sorti il n'y a pas si longtemps de la diététique, donc ça fait maintenant 3 ans que je suis sorti. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis sorti? J'ai directement voulu commencer à travailler, donc j'ai directement commencé des suivis diététiques en ligne. J'ai ensuite travaillé en salle de sport et en parallèle, j'ai commencé la psychologie à l'université de Liège parce que je trouvais que justement la diététique, il y avait des lacunes en psychologie, il fallait travailler la psychologie en consultation et c'est quelque chose qui est super important dans le suivi alimentaire. Il n'y a pas évidemment que l'alimentation, il y a tout le côté psychologique, environnemental, etc. qui prend cette place-là. Donc j'ai voulu m'aventurer dans un bachelier du coup de 5 ans à l'université de Liège. Puis après 1 an, je me rendais compte que le bagage était énorme, intéressant certes. Maintenant, au niveau pratique en consultation, ça ne me permettait pas d'aider vraiment les patients. Donc j'ai mis un terme à cette formation-là et je me suis relancé après en santé publique, donc un master de 2 ans qui permet d'ouvrir certaines portes, de voir parfois des visions différentes par rapport à la diététique et qui te permet de augmenter un petit peu ce vaste domaine qui est la santé et l'alimentation. Après les études, j'ai aussi fait diverses formations. J'ai fait la tabacologie, donc maintenant je suis tabacologue en plus, la nutrition du sportif et la nutrithérapie. Donc, nutrithérapie, une autre vision aussi par rapport à la diététique, souvent un petit peu controversée mais complémentaire à la diététique et je l'utilise vraiment comme ça. Et puis j'ai commencé directement à consulter. Donc consultation du coup d'abord en salle de sport puis en cabinet privé. J'ai fait mon cabinet privé pendant le premier confinement et puis j'ai ouvert du coup ce cabinet privé qui est devenu un centre pluridisciplinaire où je travaille avec plusieurs collaborateurs, logopède, pédicure médicale, podologue, ostéopathe, thérapeute, etc. Et puis voilà, donc j'ai continué ces suivis-là en parallèle du coup de mon master et puis j'ai lancé une gamme de plats diététiques livrés à domicile, diététiques locaux et de saison. Et donc voilà, me voilà ici en face de toi. Ça fait déjà pas mal de choses. Moi, la première chose qui m'a surpris sur ta voiture, c'est que je savais que tu étais diététicien. C'était pour ça aussi que je t'avais fait venir, que j'ai demandé à ce que tu viennes plutôt. Et puis quand j'ai vu tabacologue, je me suis dit, tiens, c'est pas courant. Seb, qui est ici, derrière, c'est lui qui s'occupe de tout, hein. C'est le gestionnaire des vidéos, a été surpris aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tabacologue, en fait? La tabacologie, c'est un vaste domaine aussi qui touche la santé et aussi le changement d'habitude. Je trouve que chaque changement, qu'il soit alimentaire, tabacologique, même les diverses assuétudes, tu vois, donc la drogue, l'alcool, etc., c'est tous des changements qu'on va engrainer pour au final arriver à l'objectif final. Et c'est aussi pour des raisons personnelles, parce que j'ai eu dans ma famille des très grands fumeurs, etc. Et j'ai jamais vraiment compris ce rapport. Moi, j'ai jamais fumé, enfin, j'ai peut-être essayé comme tout jeune, en adolescence. Voilà, c'est ça, mais jamais accroché à cette addiction-là. Au final, je me dis pourquoi pas, c'est des consultations aussi, c'est un encadrement qui peut être parfois un petit peu similaire que la diététique avec des points communs et qui permettent de comprendre les choses aussi parce que dans la tabacologie, donc je l'ai fait ici à Bruxelles, une formation au FARES à Bruxelles, où il y a un accompagnement beaucoup plus psychologique aussi et donc qui permettent d'avoir des outils pratiques en consultation pour entretenir la motivation, l'augmenter, diriger un petit peu les entretiens, etc. et qui te permettent de te donner aussi des objectifs. Donc la tabacologie maintenant, j'ai commencé directement aussi après la formation et c'est chouette parce que ça casse un peu le rythme des consultations diététiques, ça change, on apprend des choses, on apprend à connaître les profils des patients et c'est ça qui est chouette aussi. Tu as plusieurs professions au sein d'un même profil tout simplement. Oui, c'est ça. Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu as déjà eu... parce que c'est pas la première fois que j'entends le mot tabacologue, mais c'est vrai que c'est pas courant. Oui, tout à fait. En tout cas par rapport à mon entourage à moi. Comment se passerait une consultation? Comment la personne vient te voir et quelles sont les barrières peut-être à casser quand il vient te voir en tant que tabacologue? Alors, il y a diverses méthodes, évidemment, pour la tabacologie. Ce qui est souvent connu, c'est l'hypnose, par exemple. Moi, je ne la fais pas. C'est des consultations classiques pour entretenir et augmenter la motivation. Donc, première consultation, les patients viennent généralement en me disant, voilà, j'ai une problématique, c'est la cigarette, j'arrive pas à m'en séparer. Ça fait X années que je fume, que je n'arrive pas à arrêter. J'ai essayé les patchs, j'ai essayé plein de choses. Et donc, j'aimerais bien être accompagné pour ce sevrage tabacologique. Donc, première consultation, on pose des questions, on apprend à connaître justement ce passé, cet historique lié au tabac que les patients peuvent avoir, de manière à avoir toutes les cartes en main pour un peu se dire, oui, il a déjà essayé les patchs, par exemple, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Et puis, le connaître tout simplement au niveau psychologique, qu'est-ce qui fait qu'il a commencé la cigarette, etc.
Et puis se donner des objectifs tout doucement. Donc après la première consultation, moi c'est vrai que je suis un peu différent des autres parce que j'ai fait aussi toute une formule de gamme de vidéos qui permettent d'avoir toutes les clés en main pour se libérer de la cigarette. Donc j'énonce vraiment tout ce que j'ai appris sur le tabac, comment est-ce qu'il agit, c'est quoi les freins justement au sevrage, c'est quoi les peurs qu'on a aussi, parce que par exemple la prise de poids aussi est un frein aussi à la volonté de sevrage tabacologique, parce qu'on sait qu'après un sevrage, il y a parfois plus de risques. Donc ça, c'est des choses comme ça qu'on essaye d'éclaircir aussi en consultation. Et le but ultime, c'est pas la première consultation directement fixer l'objectif de sevrage, mais comprendre où il en est, s'il est encore un peu dans l'ambivalence. Donc l'ambivalence, se dire, je sais que c'est mauvais, mais je sais pas si je suis encore prêt, etc. Ou alors vraiment voir s'il est vraiment au bon stade de motivation. Donc là où il se dit, c'est le moment, à partir de demain, j'arrête, je suis complètement dégoûté et j'aimerais bien vraiment m'y mettre, tu vois. Donc là, on essaie vraiment d'éclaircir à ce niveau-là la stratégie sur laquelle opter, parce que il y a diverses méthodes, comme je t'avais dit. Moi, c'est surtout les substituts nicotiniques. Ce n'est pas les médicaments que je vais prescrire, parce que je ne suis pas médecin, je suis tabacologue, donc je ne peux prescrire que les substituts nicotiniques. Donc, à voir ce que le patient a déjà essayé, à voir ses craintes aussi. Parfois, j'ai des patients qui ont déjà essayé les patchs. On essaye parfois la cigarette électronique, parfois c'est les gommes, ça dépend un petit peu. Moi, ce que je dis toujours, c'est toujours mieux un patch pour avoir le besoin classique sur la journée, et puis un spray, une petite gomme, etc. dans les grands moments où on a vraiment envie. Et c'est souvent des périodes qui émotionnellement sont compliquées à vivre, parce que quand on regarde les fumeurs, leur comportement c'est toujours lié à leur consommation, tu vois. Donc c'est tous ces aspects là, c'est dur d'expliquer ça en 2 mots, mais je veux dire c'est vraiment une discussion en fait. Est-ce que tu as l'impression aussi que quand ils sont dans l'ambivalence, que tu peux déjà agir en fait sur le mode de vie, ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, ok, c'est peut-être pas le bon moment, est-ce que tu joues la carte de l'honnêteté là-dessus? Alors, l'ambivalence, quand je l'ai en consultation, parce que ça arrive aussi en diététique, on essaie justement de créer le déclic, en fait. Donc, faire dire à la personne pourquoi est-ce que c'est mauvais, pourquoi est-ce que ça se sent mal avec la cigarette, etc. Et énoncer en fait toutes ces motivations. Ça peut être des motivations négatives, comme dire j'ai pas envie d'avoir un cancer dans 10 ans, mais parfois cette motivation suffit pas parce que c'est dans 10 ans. C'est souvent au moment où on est un peu confronté au stade. Au problème, c'est là qu'on réalise. Bon, on sait peut-être que c'est trop tard, mais qu'on se dit j'aurais dû le faire avant, mais j'étais pas prêt à le faire. Tout à fait. Et c'est comme aussi en diététique. C'est souvent juste avant d'avoir ce stade de pré-diabète ou de diabète où on se dit c'est le moment. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on essaie de mobiliser ces motivations négatives, mais aussi positives. Donc, je le fais pour mes enfants, je le fais pour être fier de moi, je le fais pour niveau de mes performances sportives, etc. Ouais. Et ça, on essaie de mobiliser ensemble, de faire une petite feuille de route, de se dire, voilà, on sait que là, c'est nos motivations, nos objectifs, temporellement, où est-ce qu'ils sont, à discuter aussi ensemble. Et tranquillement, mais moi je ne brusque pas le patient en disant dans 1 mois il faut arrêter. Non, on l'écoute, on se revoit une autre fois, voilà où vous en êtes, comment est-ce que vous voyez maintenant votre consommation, et puis voir tout doucement quand est-ce qu'il est prêt véritablement à arrêter, quoi. Ok, très bien. Tu disais que tu n'étais pas fan. Pardon, que tu n'étais pas fan de l'hypnose. Non, pardon, c'est pas que tu n'étais pas fan, c'est que tu ne pratiquais pas l'hypnose. Je ne la pratique pas juste parce que j'ai pas fait la formation. L'hypnose peut avoir des bons résultats pour des patients, c'est juste que moi je suis pas capable de le faire tout simplement. Mais j'ai pas d'a priori sur l'hypnose. Ok, très bien. Tu es également diététicien où tu t'intéresses fortement à l'obésité. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un lien qui fait que tu t'es tourné directement vers ces personnes que tu as envie d'aider, contribuer vraiment à cette obésité ou pas? Alors, moi, encore une fois, pour des raisons personnelles, parce que j'ai traversé cette phase d'obésité, de surpoids en étant jeune. Tu te reconnais un petit peu dans ce cas de figure. Et je pense que c'est important dans les prises en charge d'avoir ce lien où on peut comprendre, on peut avoir de l'empathie, mais de la vraie empathie, de savoir exactement ce qu'il ressent à ce moment-ci. Tu vois, quand tu vois un patient après 1 ou 2 mois où il a eu des bons résultats et puis à un moment il stagne, tu sais que toi tu as déjà été dans cette situation, donc voir un petit peu les freins et rebondir beaucoup plus, tu vois. Donc moi j'ai été encadré tout jeune par un diététicien. Et c'est lui qui m'a un peu donné l'envie aussi de me lancer là-dedans. Et depuis le début, en fait, j'essaie de créer des outils qui, moi, avant, je n'avais pas quand j'étais encadré. Et que je me dis, en tant que patient, qu'est-ce que tu as besoin pour augmenter tes chances de succès à arriver à ton objectif? Donc, c'est pour ça que je te dis, les plats diététiques à emporter. J'ai aussi fait beaucoup de modules vidéo que j'envoie aux patients. J'ai des recettes diététiques, j'ai une permanence téléphonique. Enfin, c'est vraiment en fait des prises en charge, mais qui constituent plein de choses, de manière à toujours aider et laisser une trace dans ces suivis. Ok. Excuse-moi. Il n'y a aucun souci. Comment ça se passe vraiment un suivi? La première fois que tu viens, par exemple, une personne à obésité morbide, je ne sais pas si tu en as dans les clients, mais je ne pense pas qu'on soit autorisé à les citer, de toute façon, il vaut mieux pas.
quand ils arrivent chez toi, on doit effectivement prendre en compte l'aspect physiologique, mais également l'aspect psychologique. L'aspect psychologique joue un rôle primordial. On est retrouvé face à des clients aussi qui étaient là-dessus. Ils se retrouvent parfois à se sous-estimer ou à se dire même que ça ne vaut plus le coup de se battre. Et c'est là qu'on rentre dans un cercle vicieux, peut-être même dangereux, très dangereux. Comment est-ce que tu arrives à peut-être rebondir là-dessus? Parce que là, ça dépasse un petit peu le cadre de diététicien. Ouais. Tu dois jouer sur l'aspect psychologique en précisant non plus que tu n'es pas tout à fait psychologue. C'est ça, tout à fait. Donc ici, quand ils viennent me voir... Excuse-moi, mais... Ouais, je t'en prie, il n'y a pas de problème. C'est le Covid. Je vais peut-être boire un peu. Bois un peu d'eau, on t'a préparé de l'eau ici. Merci. Ouais, c'est ça, mais j'ai un truc dans la gorge depuis tantôt. Et je sais pas si tu le vois, mais à chaque fois je suis là, tu vois. Ouais, tout à fait. Ça compte pleurer devant la caméra, tu vois. Donc alors, lors de la première consultation, quand le patient vient me voir et qu'il a ce genre de problématique, encore une fois, on essaie d'éclaircir d'où ça vient aussi, les origines. Qu'est-ce qui a fait, à quel moment est-ce qu'il a commencé à prendre du poids? C'est une prise de poids qui est récente ou très tôt dans la vie, etc. Est-ce qu'il a déjà essayé des choses? Est-ce qu'il a déjà été encadré par un diététicien, par un coach, par un docteur? Même essayer des choses par soi-même? Quel sentiment est-ce qu'il a ressenti? C'était quoi ses causes de l'échec? Parfois c'est trop strict, parfois c'est pas assez motivé, parfois c'est le contact avec le prestataire ne passait pas tout simplement et ça ne me motivait pas. Donc toutes des choses qu'on essaie d'éclaircir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc on a vraiment tout ce côté historique, encore une fois, comme en tabacologie, où on essaye vraiment d'éclaircir tous les freins possibles et tout ce qui pourrait perturber sa poursuite vers son objectif. Et puis à côté de ça, on fait vraiment une journée type, donc on voit qu'est-ce qu'il mange en réalité, on essaie de repérer un petit peu les erreurs. Et puis moi d'emblée, je lui donne par exemple deux livrets. Le premier livret, plus sur la motivation, l'organisation, etc. Un petit livret en fait que j'écris moi-même, mais vraiment avec le cœur, avec ce que j'ai ressenti à ces moments-là où je m'ouvre complètement au patient, parce que je trouve que pour que la confiance s'installe, c'est important de se connaître aussi bien, même si le premier contact est parfois court. Une première consultation, c'est pas comme ça qu'on connaît quelqu'un, mais je veux dire, pour que ça s'installe plus vite. Et puis un autre livret beaucoup plus pratique, avec les recommandations, avec les listes de courses, avec les recettes, enfin tout ce qu'il faut vraiment pour bien démarrer. Alors justement, on va en venir à un sujet, parce que c'est un sujet que j'ai déjà eu à plusieurs reprises. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que tel type de régime ou tel type de régime est plus important est le meilleur régime parce que ça a fonctionné sur eux. C'est ça. Mais en fait, il y a énormément de personnes qui oublient un facteur primordial, c'est le déficit calorique. Tout à fait. Le déficit calorique, c'est le secret pour perdre du poids, quelque part. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui vont dire aussi, oui, la perte de poids, moi, j'y arrive pas, ça fonctionne pas, pourtant j'ai essayé tel type de régime. Comme si leur corps était différent d'un autre. Tout à fait. Je parle d'un individu classique, lambda, ok. Est-ce que tu as des régimes sur lesquels tu te bases ou sur lesquels tu as vraiment une approche un petit peu plus particulière, ou au contraire, toi tu te dis non, je reste très généralisé, sauf si effectivement la personne a une intolérance ou même, pas une intolérance, mais une contre-indication à tel type d'aliment. Comment tu élabores un petit peu ton plan? Ici, c'est aussi à ça que sert la première consultation, savoir les potentielles intolérances, allergies, même par rapport à la religion, les choses comme ça, ou les choses qu'il ne veut clairement pas manger, niveau éthique, etc. Les végétariens, enfin... Le cochon. Voilà, tout à fait. Donc, ici, on essaye de cibler aussi tout ça, et chaque plan alimentaire est fait sur mesure pour justement trouver cet équilibre. Voilà, on sait qu'on ne peut pas manger ça, on va se concentrer sur autre chose qui pourra apporter ce qu'on peut trouver dans l'autre aliment qu'on ne consomme pas, et jouer un petit peu sur tout. Donc moi, je ne suis pas dans le régime, justement, je dis jamais régime en consultation, c'est toujours rééquilibrage alimentaire, même si on entend beaucoup ce terme, mais c'est vraiment pour casser ce thème régime restrictif, où on diabolise l'excès, etc. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, j'essaie justement des nouvelles habitudes, l'équilibre entre vie sociale, vie professionnelle, vie familiale, plaisir et diététique. Pour moi, c'est le plaisir qui fait tenir à long terme les patients. Je ne demande jamais un plan parfait, c'est-à-dire le plan où tu vas manger au gramme près. Oui, mais maintenant, je mets un grammage, évidemment, les quantités sont importantes, mais à partir d'un moment, on ne va pas aller que ça balance au resto, on ne va pas aller que ça balance au boulot. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir d'un moment, c'est bien de développer une autonomie, faire les bons choix et trouver et comprendre comment ça marche aussi, au final, tu vois. Donc, c'est vraiment l'alimentation équilibrée de base, avec des bons aliments, frais, bruts,
pas à se diriger vers les ultra transformés évidemment, mais choisir des aliments sains, avoir une bonne structure dans sa journée, 3 repas, 1 à 2 collations, s'écouter aussi, ne pas se frustrer, parce qu'évidemment la frustration ce sera la première cause de l'échec. Et donc vraiment jouer sur tous ces facteurs pour trouver le plan personnalisé pour la personne. Et comme tu dis, une personne n'est pas une autre, donc ce qui va marcher sur quelqu'un ne va pas forcément marcher sur quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont vraiment besoin d'une rigueur et qu'on soit vraiment là, limite à leur taper sur les doigts, alors que je répète toujours que c'est pas mon rôle de le faire. Moi, c'est un échange, c'est un dialogue, on essaie de comprendre les freins, les problèmes, et on essaie de trouver des solutions. Je suis pas là pour le faire culpabiliser, j'ai jamais engueulé un patient parce qu'il avait pris 1 kilo sur un mois. Je dis toujours, prendre ou stagner, c'est pas ça l'important, c'est de comprendre pourquoi. Si on comprend pourquoi, ben on sait justement trouver des solutions. Si on comprend pas pourquoi, c'est un peu emmerdant, mais si on comprend pourquoi, c'est justement sur là qu'on va jouer pour pas reproduire cette erreur. Et généralement, on comprend toujours pourquoi. Au début, peut-être pas, puis quand on approfondit, ben on voit qu'il y a eu un événement, 2 événements, même quelque chose de psychologique, parce que on sait actuellement, on parlait, le déficit calorique, oui, pour moi, c'est la priorité. Apport, dépenses caloriques, la balance énergétique. Maintenant, il y a tellement de facteurs à l'obésité, au surpoids, environnementaux, psychologiques, etc. J'ai des patients actuellement qui psychologiquement ont des blocages qui fait que ça freine leur perte de poids. Alors que quand tu regardes sur le papier, si tu fais de la comptabilité alimentaire, ils doivent perdre du poids. Tu vois, mais il y a tellement des blocages et ça peut être de toutes sortes. Par exemple, c'est là que le psychologique intervient, c'est là pendant les entretiens où on essaie de chercher d'où ça vient. Par exemple, j'ai eu une dame, on s'est rendu compte en fait qui a commencé à prendre du poids parce qu'elle s'était fait plaquer par son mari, etc. Et elle s'est un peu servi du poids pour trouver une espèce de protection, tu vois, à ce traumatisme. D'où le facteur psychologique au lieu de physiologique. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et il y a aussi une dame, par exemple, qui souffrait terriblement de l'absence de son fils. Voilà, ils s'étaient disputés, etc. Ils se parlaient plus depuis 10 ans. Et c'était à partir de ce moment-là où elle avait pris du poids. Donc on a d'autres exercices que... C'est vrai que c'est plus de la psychologie, je ne suis pas psychologue, mais j'essaye de trouver des petits outils qui pourraient l'aider. Par exemple, elle avait écrit une lettre en fait à son fils où elle lui disait tout ce qu'elle ressentait. 1 mois après, alors qu'on stagnait depuis quelques mois, 1 mois après, elle est venue me voir, mais métamorphosée, et ça marchait, quoi. Et donc, c'est là qu'on voit que la comptabilité alimentaire, j'aime bien dire ça parce que parfois les gens sont trop concentrés, je trouve, sur les calories, sur les trucs, et au final, ça crée un hyper contrôle, tu vois, par rapport à tout ça, alors que parfois, c'est des blocages qui sont autres que calorifiques et que scientifiques pour justement accentuer leur poursuite vers leur objectif. Tu parlais aussi d'intolérance et d'allergie. Est-ce que tu sais expliquer un petit peu la différence et comment éviter de tomber dans un excès? Par exemple, je réagis mal, je vais donner mon exemple parce que ça m'est arrivé. Tu bois un café, ça va, t'en bois 3 ou 4 sur la journée, ce qui n'est pas... passer sur un excès. Tu commences à avoir des reflux gastriques et pas te sentir bien. Ok. Maintenant... Quelle est la différence entre intolérance et allergie? Peut-être reconnaître certains symptômes qui font que, ok, je ne dois pas m'emballer, devenir hypochondriaque ou quelque chose comme ça. Les allergies, il y aura toujours une simulation des anticorps. Et ça, c'est votre médecin qui saura le dire. Les intolérances, c'est de plus en plus en vogue aussi. On sait que l'intolérance au lactose, c'est un fait. On sait que plus de X%, mais une grosse partie de la population devient intolérante au lactose, tout ça parce qu'on produit beaucoup moins de lactase au fur et à mesure de la vie. Donc la lactase, l'enzyme qui permet de digérer le lactose. Quand on a ces cas de figure-là, justement, on ne cherche pas plus loin, on écarte parce que ça crée un inconfort pour le patient, et on sait qu'il y a d'autres alternatives qui peuvent parfois remplacer ces produits-là. L'intolérance au lactose, on se dirigera vers des alternatives enrichies en calcium, enfin végétales enrichies en calcium, tout ce qui est Gamalpro, etc., de façon à contrer un petit peu ces carences, parce que la diététique, calories certes, mais aussi tout ce qui est vitamines, tout ce qui est minéraux à assurer aussi. Donc c'est vrai que les intolérances et les allergies, on en rencontre beaucoup plus. Les allergies, ça se découvre un petit peu aussi au fur et à mesure des études. Au fur et à mesure du temps, il n'y a qu'en goûtant qu'on le saura. C'est ça. Et puis il y a de plus en plus d'études aussi qui sortent aussi sur les allergies. Et l'intolérance, c'est vrai qu'on se rend compte que la plus populaire, c'est l'intolérance au lactose. Maintenant, il y a d'autres intolérances aussi. Le gluten. Tout à fait. Ouais. C'est d'ailleurs assez surprenant. J'écoute pas mal de podcasts un peu plus sur la nutrition pour le moment, bien que ça soit pas mon... Il faut savoir que je m'intéresse forcément à la nutrition grâce au biais sportif. Donc c'est marrant parce que je disais justement il y a peu que c'est le sport qui fait qu'on s'intéresse à la nutrition, mais il y a aussi, dans ton cas de figure, par exemple, un vécu qui peut faire qu'on s'intéresse et que ça devienne ensuite une passion pour aider les autres, en fait, à y contribuer. Et j'écoutais pas mal d'intervenants, notamment sur le gluten, et apparemment, le gluten, on pourrait même
Ça pourrait même être associé chez certaines personnes à des soucis psychologiques, dans le sens où ça te rendrait, comment dire, j'ai oublié le terme. C'est pas déficient mentalement, loin de là, mais multiples personnalités. Ouais. J'ai oublié le nom de ce borderline, trouble de personnalité, des choses comme ça. Que ça pouvait amener à des troubles de la personnalité. Alors voilà, j'ai pas fait des recherches approfondies derrière, mais j'ai trouvé ça assez percutant de me dire comment une protéine comme celle-là peut amener à des soucis en termes de personnalité. Maintenant, ça reste fort controversé. Moi, je garde quand même un recul par rapport à ces études qui sortent de plus en plus sur la maladie cœliaque, l'intolérance au gluten, etc. Et voilà, c'est encore fort récent. Et au final, moi, personnellement, en consultation, je n'en rencontre pas beaucoup, mais je regarde toujours l'avis aussi du médecin. Est-ce qu'effectivement, il y a une raison d'enlever le gluten dans l'alimentation pour pas tomber dans la monotonie, parce que les intolérances sont là, les allergies sont là. Maintenant, quand on enlève cet aliment-là, ce groupe d'aliments-là, il ne reste plus grand-chose. Donc, est-ce que le patient ne va pas développer une frustration, développer une monotonie par rapport à ce qu'il mange? Ça aussi, c'est important. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit, que le sport fait qu'on s'intéresse à l'alimentation. Et aussi l'inverse. Je trouve que l'alimentation, il faut aussi en sorte qu'on s'intéresse au sport. Absolument, absolument. L'un ne va pas sans l'autre, quelque part. On a beau à un moment faire attention. Après, c'est vrai qu'il y a des exceptions. J'en connais. Des gens qui vont manger comme des cochons, qui mangent n'importe quoi, mais qui pourtant continuent à être performants. Mais c'est une minorité. Ça, c'est vraiment que quand tu arrives vraiment au niveau élite ou que tu te renseignes un peu sur le sport, que tu trouves des gens comme ça. Je voulais également rebondir, donc intolérant et allergie, notamment au niveau de la médication. Je vais te donner mon exemple. Et je te demanderai ton avis forcément là-dessus. Donc, on a décelé une gastrite chez moi en 2020. Donc, je dois prêter attention à l'acidité. Attention que la gastrite peut aussi, ça je tiens à le renseigner un petit peu par rapport aux faibles connaissances que j'ai à ce niveau-là, non seulement sur l'acidité, donc il faut savoir que c'est une infection de la muqueuse de l'estomac, ou ça peut être d'origine bactérienne aussi. Donc ça, là, on doit faire des bilans chez un médecin. Maintenant, là où moi, je m'oppose à certains principes, et je vais t'expliquer plus en détail, c'est que quand j'ai été voir mon gastro-entérologue, la première chose qu'il m'a dit, c'est lié à l'acidité, prenez ce médicament, basta. Au lieu de dire, voilà, il y aurait déjà ça peut-être à adapter. Si, bien sûr, il me l'a dit. Ce serait mentir de dire l'inverse, qu'il a dit. Faut virer le café, faut virer la charcuterie, faut virer le thé noir aussi, faut virer le thé vert. T'es là, tu fais... voilà, il y a une juste balance, tu vois. Au lieu de simplement dire, écoutez, moi, le café, c'est un petit peu tendancieux en termes d'acidité. La charcuterie n'est pas à conseiller pour le moment. Allez voir un diététicien pour voir les possibilités que vous pouvez avoir. C'est d'ailleurs finalement ce que j'ai fait parce qu'il ne me l'a pas conseillé. Parce que le médicament qu'il m'a apporté, après renseignement, auprès d'une pharmacienne justement de mon cercle privé, c'est quand même que ça joue sur la densité minérale osseuse de manière négative à terme. Donc je me pose quand même certaines questions de me dire, est-ce que la médication, c'est le remède ultime d'entrée de jeu dès qu'il y a un souci, ou est-ce qu'on ne peut pas juste revenir aux bases et déjà voir s'il y a des améliorations? Et dans mon cas, cela fait déjà plus d'une semaine et demie maintenant, je ressens déjà des bienfaits. Ouais, tout à fait. Voilà. Ici, moi, je te suis à 100% par rapport à ça. Je trouve que le médicament doit être vu en dernier temps. Tu vois qu'on doit d'abord se concentrer sur les bases, l'alimentation, le psychologique, l'activité physique, etc., plutôt que d'enseigner un médicament. Mais c'est un problème, je pense, c'est même pas un problème diététique ou gastro-entérologique, c'est vraiment un problème sociétal où on se dirige beaucoup plus vers les médicaments. Même pour les pertes de poids, j'allais parler aussi de chirurgie, tu vois, par rapport au surpoids, obésité. Oui, le fameux anneau. Anneau, mais surtout maintenant, c'est sleeve, bypass, tu vois, ces chirurgies-là qui prennent une grosse place en consultation. Et encore, j'ai un patient ici où on a des bons résultats, mais ça va pas assez vite, tu vois. Il vient d'un poids assez haut, mais il faut garder en tête qu'une perte de poids rapide, ça fait jamais bon ménage. C'est une perte de poids qui prend du temps, c'est une perte de poids qui est aussi durable dans le temps. Et ça, j'insiste toujours parce que, et je crois que c'est la société, dans cette société-ci, tout le monde veut tout de suite. Et je crois que ça a à voir avec tout ce qu'on a à portée de main aujourd'hui. Je veux un repas, je vais sur mon téléphone, dans 5 minutes, il est là. Mais c'est pas pareil niveau physiologique, il faut se laisser le temps, il faut comprendre comment ça marche pour justement avoir ces résultats, mais à long terme. Et c'est comme les régimes de tendance, comme on en parlait tout à l'heure, voilà, c'est des régimes où oui, on perdra du poids, mais non,
Est-ce qu'il n'y aura pas l'effet yo-yo? Est-ce que ce sera du bon poids qu'on perdra? Est-ce qu'on se sentira bien après ces régimes-là? Ben, c'est toutes des choses qu'on doit prendre en compte pour justement aller de l'avant et arriver à ces objectifs, mais à long terme. Étant passé par là, est-ce que tu connais un peu les conséquences aussi de l'anneau? Enfin, je veux dire du bypass. Je ne sais pas si tu as fait un bypass. Non, non, pas du tout. Maintenant, j'ai encadré beaucoup de personnes en bypass, en sleeve. Anneau, ben, ça se fait de moins en moins. On se rend compte que voilà, c'est plus niveau efficacité, c'est plus ce qu'il y a de mieux. Ce que je reproche à ces chirurgies, ça peut être envisageable dans certains cas. Par exemple, avec le patient, oui, pourquoi pas? Parce qu'il vient d'un poids très haut, je vois bien qu'il est découragé. Maintenant, il ne faut pas voir ça comme une solution miracle. Ça règle la forme du problème, mais le fond est toujours là. Les bypass, les sleeves, on aura beau... Donc la sleeve, on enlève une partie de l'estomac. Et le bypass, ben, on fait une dérivation gastrique. Donc, ça fait quand même peur quand on entend ça déjà. Hein. Ouais, ben, c'est pas naturel évidemment. Maintenant, ben, voilà, c'est une solution, c'est la médecine qui évolue, etc. Maintenant, bien sûr. Ce côté-là, je trouve que ça règle la forme du problème, pas le fond, parce que même avec un bypass, même avec une sleeve, on pourra manger du sucré, on pourra boire des sodas, on pourra boire de l'alcool, parce qu'on sait, par exemple, après un bypass, que le risque de devenir alcoolique est 10 fois plus grand. Des choses comme ça, alors qu'on ne nous le dit pas quand on se dit oui, le bypass, oui, c'est une solution miracle qui nous a fait perdre X kilos en quelques mois. Oui, très bien, mais à côté de ça, niveau social, comment tu le sens? Parce que c'est un changement aussi d'identité, tout simplement. D'habitude aussi, je pense, hein, clairement. Hein. On voit qu'après un bypass, il y a X% de plus de divorces, des choses comme ça, mais toutes des choses qu'on ne nous dit pas. Donc je pense que quand on fait une chirurgie, c'est un choix, et je peux comprendre ce choix mais d'abord essayer l'alimentation et tout ce qui existe actuellement pour régler cette problématique de poids, et justement être bien encadré par un diète, par un psy, par un docteur qui va nous expliquer, voilà, après le bypass, vous devrez prendre tel complément tous les jours. Après le bypass, il peut se passer ça. Après le bypass, vous aurez des conséquences néfastes, des carences, etc. si vous n'êtes pas encadré. Et ça, c'est des choses qu'on ne répète pas assez, je trouve, en prévention, etc. Par exemple, j'avais fait un stage en hôpital, ben, on avait eu une conférence sur justement cet alcool. Moi, ça m'a très fort marqué de se dire qu'après un bypass, tu as 10 fois plus de chances d'être alcoolique. Ben, ça, c'est des choses que tu te dis, bon... Ça, on nous le dit pas. Voilà, et il faut faire gaffe, quoi, tu vois. Et en consultation... En hôpital, je ne vais pas citer l'hôpital, quoi que ce soit, mais en consultation pendant laquelle j'étais, on faisait l'anamnèse alimentaire. Donc l'anamnèse, c'est là où on pose toutes les questions de journée type. Et puis, arrivé à la question de l'alcool, vous buvez de l'alcool? Oui, un verre par-ci, par-là. Mais on ne cherchait pas plus loin. Et donc, il y avait des patients parfois qui disaient oui, un verre de temps en temps. Oui, sauf que le de temps en temps, tu te rends compte que c'est peut-être une fois par jour, mais c'est juste le petit verre de vin. Tout à fait, et ça peut aller très vite. Les étudiants, même dans la vie adulte en général, ben, on est de plus en plus aussi face à l'alcool. Ben, voilà, par exemple, les équipes de foot, les choses comme ça. Mardi, jeudi, ben, y a un bac au vestiaire. Le dimanche, il y a le match, donc on est obligé de boire un verre après. Le samedi, ben, c'est le soir entre copains. Et le vendredi soir, on va avec sa copine au resto. Et puis on prend un apéro. Ben, c'est des choses comme ça qui s'accumulent sur la semaine. Maintenant, c'est pas mon expertise, je sais pas à partir de quel moment on est considéré comme alcoolique. Moi, je pense que c'est quand on sent qu'on sait plus s'en passer qu'on devient alcoolique. Et c'est bien que tu en parles parce que justement, en fait, on se dit ouais, mais je me prends un petit verre de temps en temps, je prends un petit verre le soir. Les facteurs environnementaux jouent énormément en fait sur la consommation d'alcool. Et faut pas oublier une chose, c'est pas parce que c'est légal que c'est nécessairement bon pour vous. Parce que aujourd'hui, bon, tu es tabacologue, tu avais donné l'exemple de la cigarette. Je ne sais pas si c'est le seul cas pour lequel on vient te voir, mais je pense qu'un joint à l'heure actuelle, donc fumer de la marijuana, fumer de la bœuf, tout simplement, certains appuient fortement le fait que ce sera quand même moins nocif pour eux en termes comportementaux que consommer de l'alcool. Oui, tout à fait. Voilà. Et pourtant, l'un est interdit et l'autre est légal. C'est ce que permet la société et c'est ça qu'il faut revoir aussi, je pense, par rapport à toutes ces problématiques. Elles sont présentes, certes, mais il faut mobiliser des moyens pour les gens pour arrêter, pour se diriger vers d'autres plaisirs. Il y a des plaisirs qui ne sont pas assez connus, je trouve. Enfin, par exemple, que ce soit en diététique ou en tabacologie, c'est toujours la même stratégie en diététique, par exemple. J'essaye de provoquer des changements qui ne sont pas... Moi, je garde en tête que chaque changement pour le cerveau est inconfortable. Du coup, à partir de ce moment-là, j'essaye d'engrainer tous des petits changements qui sont progressifs mais durables, des petites habitudes à prendre. Une fois par mois, enfin, on se concentre ce mois-ci, la structure. Donc, matin, midi, soir, repas, 1 à 2 collations, etc. Le mois d'après, le grignotage. Pourquoi est-ce que je grignote? Donc, vraiment faire ce boulot diététique mais aussi psychologique de pourquoi est-ce que j'ai envie à tel moment de grignoter. 3e mois, ce sera le sport. Donc, vraiment inclure des changements en fait qui ne sont pas considérés comme inconfortables
pour le cerveau et qui permettent du coup de développer des routines. Et justement, par rapport à ce grignotage alimentaire ou le tabac, etc., ben, toujours remplacer un plaisir en fait par un autre. C'est pour ça le bypass que l'alcoolisme augmente, parce qu'on n'a plus ce vrai plaisir de estomac rempli de sucré, etc. Ce qui arrive quand on suit vraiment quand on suit vraiment la prise en charge, on n'a plus ce plaisir-là, donc il faut le substituer par autre chose. Par autre chose, ouais. Le plus facile, et c'est ça qui est malheureux en société, c'est que c'est l'alcool, la cigarette, parce qu'il suffit d'aller au magasin. En Belgique aussi. Hein. C'est ça. Alors que par exemple, il y a des autres bonheurs qui peuvent être là, des autres plaisirs, l'écriture, donc écrire ce qu'on ressent, verbaliser son émotion. Pour moi, les émotions ne doivent pas être fumées, mangées, bues, etc. Elles doivent être comprises, identifiées et trouver des moyens pour avoir un plaisir qui permet de traverser ces émotions négatives. Donc, tout ce panel d'activités, ils ne sont pas assez mis en avant. Prendre un bain chaud, ça fait du plaisir. Avoir de l'affection, appeler un ami, se faire masser, enfin toutes ces choses-là, c'est des plaisirs. Faire de l'activité physique, évidemment, c'est tous des plaisirs qui sont présents dans notre société et qui sont souvent gratuits, à part les massages, évidemment, mais par rapport à des choses qui sont payantes et qui sont dans la consommation, qu'on ne met pas assez en avant. Et ça, je trouve ça dommage. Et au final, on se rend compte que quand on fait passer un plaisir avant ce plaisir de grignotage, etc., ben, vu que le plaisir est présent d'une autre façon, ben, on n'a plus envie de grignoter. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est du grignotage psychologique, c'est pas de la faim. Ok, c'est intéressant. J'ai été surpris que tu ne parles pas de regarder un film parce que après ça m'a fait réfléchir que souvent regarder quelque chose à la télé est associé au grignotage également. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais c'est l'environnement, c'est comme on dit, ben, l'environnement, voilà, c'est un facteur favorisant de l'obésité, du surpoids. Pas non seulement évidemment la génétique, pas essentiellement nos parents, etc., mais aussi dans l'environnement dans lequel on est. Si nos parents ont des mauvaises habitudes, ben, ils vont nous inculquer. Les enseigner, et donc ça voilà. part d'éducation. C'est ça, tout à fait. Et parfois, ben oui, il y a des patients où typiquement tous les soirs, c'est le film et le film est lié à un grignotage, tu vois. Donc justement, trouver un grignotage qui n'est pas nocif, une petite mignonnette de chocolat noir, un peu d'oléagineux, un fruit, un bol de potage. Effectivement, il y aura moins de sucre ajouté, des choses comme ça, parce que le sucre, on sait, par exemple, que le sucre, c'est un psychotrope très puissant pour le cerveau. C'est ça qui est caché derrière ce sucre, c'est que c'est très bon pour notre cerveau, c'est un gros plaisir, et c'est le plaisir le plus familier, le plus accessible pour tout le monde. Et du coup, on voit même, par exemple, il y a une étude qui avait été faite sur un groupe de rats, où on leur avait fait tester la cocaïne, le sucre. C'est très connu. Hein, voilà, c'est ça. Et donc, après, tous les rats se sont dirigés vers le sucre. Donc, pour se dire que c'est plus addictif que la cocaïne. Donc, commencer en fait, vraiment découper un petit peu tout ça, se dire, ben, on sait qu'il y a ça, on sait qu'il y a tel sucre dans l'aliment, etc. Et c'est pour ça que dans le sucre, les industriels en mettent partout pour gonfler leur chiffre d'affaires. Il y a quelques années, c'était les lasagnes. Il y avait du sucre dans les lasagnes, on se demandait pourquoi. C'est pas pour l'aspect sucré, on cherche pas une lasagne pour l'aspect sucré, c'est pour le salé, c'est pour la crème, la tomate, etc. Et là, on se rendait compte qu'il y avait du sucre, justement, pour que notre cerveau, entre deux marques, ben, choisisse la plus sucrée inconsciemment. Et évidemment, pour camoufler le goût du sucré, c'est encore plus de sel, encore plus d'exhausteurs de goût, etc. Et au final, ben, on se fait avoir comme ça. Et ça, c'est encore un problème sociétal. C'est assez incroyable ça. En parlant de l'alimentation de ce fait-là, et donc l'alimentation transformée, est-ce que toi, dans tes consultations en one-to-one, tu préconises quand même, ok, garde une notion de plaisir. Si ton kiff c'est la barre de Lyon, tu regardes un petit peu tout ce qu'il apporte, forcément d'abord en termes caloriques, mais pas que. Également dans tout ce qui est apports minéraux et macro et micronutriments. Est-ce que tu te dis, ok, tu peux te l'octroyer, il n'y a aucun problème, tu ne vas pas culpabiliser aussi? Tout à fait. Moi, je pense toujours en bénéfice-risque. Je me dis à chaque fois, en fait, il faut toujours, je pense, jauger en tant que patient comme en tant que diète, se dire, si je mange ça, est-ce que j'aurai un gros plaisir qui sera là ou est-ce que j'aurai une potentielle frustration qui peut arriver si je ne le mange pas? Et du coup, toujours jauger, on est en situation, par exemple, c'est le repas de famille du dimanche, on mange tous notre repas, etc. Et puis tout le monde prend un dessert. Nous, on n'a pas vraiment envie de dessert et quelqu'un va nous dire, allez, prends une part de dessert. On sait que on n'aura pas envie de ce dessert, on va pas y prendre plaisir, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est là de jauger, de se dire, non, je fais le choix de pas le prendre, et je prendrai peut-être un dessert dans une semaine avec ma copine, où j'ai envie de manger ce gâteau avec elle, enfin, j'invente, hein. Et c'est pareil partout, c'est comme le verre d'alcool, où on se dit, oui, c'est bon pour un verre d'alcool en plus, parce que c'est encore quelque chose de normal, niveau société. Et du coup, c'est ces petits changements-là qu'il faut engrainer, et c'est aussi affronter le regard des autres par rapport à ces changements de vie. Oui, parce que ça, justement, je rebondis là-dessus, mais Maurice, ce que tu allais dire, c'est quand même assez incroyable que ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date d'il y a plusieurs années, et ça, je pense que ça va se persécuter là dans le temps.
tu finis un match de foot, en tout cas chez nous c'est réputé, tu as le bac de Jupiler, tu as 2, 3, 4 bacs qui t'attendent. Déjà, on est dans l'excès. Belgique. Et si voilà, c'est ça, c'est la Belgique. Mais si toi tu refuses de boire après ton match, on va faire ouais, vas-y, qu'est-ce que tu fais, déconne pas, regarde-le, celui-là il a décidé de changer, il nous nie, etc. Et on arrive même à te faire culpabiliser parce que tu refuses de boire. Et que ce soit pour le tabac, pour l'alcool, pour la diète, ça confronte en fait toujours les gens face à leur réalité. Ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui va fumer, qui va arrêter de fumer, prendre la décision d'arrêter de fumer, son entourage, qui fume encore par exemple, va se retrouver avec un peu l'inconfort de se dire ouais, lui il a réussi, moi je sais bien que c'est mauvais pour moi. Et c'est ça qui est que le psychologique est important. Tout le monde sait ce qui est mauvais, enfin on va dire plus ou moins. L'alimentation ultra transformée, on sait que c'est mauvais, on sait que pas faire de sport c'est mauvais, on sait que la cigarette, que l'alcool c'est mauvais, etc. Mais c'est là justement à voir les motivations et les changements qu'on peut enclencher. Donc justement ces personnes qui sont encore dans l'optique où ils ne font pas attention et ils savent que c'est mauvais, ils sont déjà dans un inconfort de boire ou de fumer, etc. Et en plus de ça, ils voient en face d'eux quelqu'un qui a réussi à se séparer de cette addiction ou ce plaisir qui est nocif. Et donc du coup c'est une stratégie un peu pas de fuite, mais d'enlever cet inconfort en disant même lui le fait. Et donc c'est pour ça qu'ils ont tendance à dire c'est bon, bois un verre d'alcool avec nous, ou fume une cigarette avec nous, ou mange de la malbouffe avec nous. Mais au final c'est une force de caractère aussi à développer, et je comprends que c'est compliqué parce que c'est un changement d'identité en fait. Ça demande une discipline. Hein. Tout à fait. Alors on parlait aussi des réseaux sociaux, notamment que tu avais peut-être envie de te lancer sur YouTube, mais que tu cherchais un peu ton approche, c'était hors caméra. Il y a quand même une sacrée problématique qu'on retrouve sur les réseaux sociaux actuellement, notamment en termes alimentaires, et tu vas comprendre le lien avec l'obésité. C'est que de plus en plus de gens, et j'ai l'impression que ça ne se joue pas encore vraiment en Belgique ni en France, mais plutôt aux États-Unis et peut-être aussi au Royaume-Uni, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se filment en train de manger et savoir jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils sont capables d'aller, quitte à se sentir mal, ballonné, simplement au bord du j'en peux plus, et que les gens continuent, et que les gens continuent de pousser en disant ouais, tu pourrais manger une saucisse de plus, etc., etc. Et on se dit mais en fait, les personnes se mettent dans un mal-être pour aller chercher de la visibilité, du réconfort auprès des gens. Quoi. Parce que maintenant, les réseaux sociaux, c'est le centre de tout. Et c'est ça qui est malheureux aussi dans la société. C'est que, et ça, j'encourage chaque personne, au moins une fois, un jour dans la semaine, ou vraiment tester cet aspect-là, où on arrête tout ça. On enlève les réseaux, le temps d'une journée, on est avec sa famille, on est avec sa copine, on est avec des amis, et on enlève tout ça. On essaye de vraiment profiter du moment sans ce besoin de devoir montrer où on est, de devoir montrer avec qui on est, de devoir montrer quel moment on vit, de façon à toujours montrer aux autres, en fait. Parce que faut toujours garder en tête que chaque réseau... Enfin, c'est vrai que je réponds pas vraiment à ta question, mais je veux dire, on y vient, mais je trouve que chaque réseau, c'est l'extérieur des gens. C'est ce que tout le monde veut montrer. Et nous, le problème avec ça, c'est que quand on voit l'extérieur des gens, nous, on le compare avec notre intérieur. Donc, ça veut dire ce qu'on vit réellement. Et donc, au final, il y a toujours une limite par rapport à ça, où on se dit, oui, lui, il a l'air que... Enfin, on dirait que tout va bien dans sa vie. Et moi, à côté de ça, ça fait 3 jours que j'ai que des emmerdes, mais c'est tout con. Et puis, ça nous crée des petits défauts psychologiques de se dire, mais est-ce que je vaux moins bien que les autres ? Est-ce que je suis normal ? Est-ce que ma vie est normale ? Ou est-ce que, justement, j'ai que des périodes compliquées ? Et ça, c'est important aussi, je trouve, de le souligner. Je ne sais pas si tu as des jeunes aussi dans ton public, mais je trouve que les jeunes, c'est de plus en plus aussi. Les réseaux, ils se multiplient de plus en plus. Maintenant, c'est TikTok qui est fort à la mode, etc. Mais c'est comme ça, c'est notre génération, et les réseaux peuvent permettre plein de choses, garder contact avec des gens, etc., mettre des photos, partager des moments, c'est sûr, mais à côté de ça, il y a une frontière qu'il faut mettre, de se dire non, ça ne va pas m'impacter. Et c'est comme ce besoin, comme tu disais, mettre une vidéo pour augmenter sa visibilité, etc., et se faire du mal. C'est aussi comme quand on publie une photo, plus on aura de likes, plus il y aura de dopamine qui sera sécrétée au cerveau, plus ce sera encore le plaisir immédiat. Donc on s'habitue encore à un plaisir immédiat, donc ça veut dire que j'en viens à mon thème, mais je veux dire, quand on voudra perdre du poids, il faudra que ça se fasse immédiatement aussi. Et c'est comme ça partout, avec toute la société qui est autour de nous, c'est toujours autour de ça que ça tourne. Et par rapport à ce que tu dis, les défis caloriques, etc., ça, encore une fois, j'ai du mal à comprendre parfois ces vidéos-là, parce que tu vois à la fin que le gars est pas bien, il a mangé 10 000 calories, enfin, c'est pas possible qu'il se sente bien. Quelles sont les réelles conséquences, en fait ? Parce qu'on parle souvent de conséquences d'un déficit calorique en chute libre, et d'être en dessous de son besoin journalier et quotidien.
Et derrière, on parle jamais des surplus. Mhm. Enfin, si, on parle de l'obésité, mais se retrouver avec des 10 000 calories juste en termes à court terme, en termes journalier, qu'est-ce que cela peut apporter? C'est un choc déjà tout à fait pour le corps, donc à chaque partie. La digestion, toutes ces choses-là aussi, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. On n'est pas fait pour manger 10 000 calories en 1 heure. Enfin, et surpoids, obésité, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, mais c'est aussi le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, toutes ces choses-là qui fait qu'on a des complications, mais encore une fois, c'est des complications qui surviennent que dans X temps. Et donc, il n'y a pas encore le déclic nécessaire pour parfois engrainer des changements de vie, et c'est parfois compliqué de se mettre en tête qu'on peut vraiment avoir le diabète, on peut vraiment avoir une maladie cardiovasculaire, etc., quand c'est pas arrivé. Et ce qui est dingue en Belgique, ou je pense même un petit peu partout, c'est que ce problème sociétal, il s'étale à chaque échelle. Les mutualités, par exemple, elles remboursent de moins en moins. Encore, il y a 2-3 choses qui se mettent en place, etc. Et c'est encore minime par rapport au fléau qu'est le surpoids, l'obésité. Mais je trouve que parfois, certaines mutuelles ont des critères de sélection qui fait que c'est trop tard pour... parce que la partie financière, elle est importante. En consultation, c'est parfois un frein pour aller consulter, tout simplement, parce qu'on sait que le médical coûte cher, etc. Quand on n'est pas remboursé pour sa mutuelle, c'est un frein en plus à aller voir un diététicien. Ici, il y a des choses qui sont remboursées, mais à moindre échelle. Et donc, parfois, il y a des critères de sélection qui disent il doit faire un BMI de autant pour être remboursé, il doit être diabétique, etc. Et du coup, ça, c'est des choses où les gens se disent « Ah, je ne suis pas encore là, donc je vais pas aller directement, quoi. » Et c'est, par exemple, le truc le plus fou que j'ai rencontré aussi en hôpital, même pas en consultation privée, en hôpital, c'est justement quand j'étais dans cette partie chirurgie bariatrique, où, si tu veux, à partir d'un certain BMI, je crois que c'était le BMI de 40, l'intervention était remboursée presque totalement, je pense. Et au final, du coup, on se rendrait compte parfois qu'il y avait des patients qui arrivaient, ils avaient un BMI de 37-38, donc déjà une obésité assez conséquente. Mais ils se disaient, non, je ne sais pas encore être remboursé, donc je vais justement manger à fond pendant 1 mois, de façon à arriver à ce BMI de 40. Mais le truc, c'est que le corps s'habitue à ça, et qu'au final, tout ce sucre ingurgité, etc., c'est des catas niveau physiologique, mais c'est aussi des choses que, n'oublie pas qu'après, tu vas devoir changer tout ça. Parce que quand j'explique aussi la prise en charge, comment elle se fait en chirurgie bariatrique, quand j'avais été, les patients doivent déjà suivre un programme très strict, où ils mangent quasi rien, par rapport au rééquilibrage alimentaire où il y a encore des libertés, pendant 3-4 semaines pour dégorger un petit peu le foie, pour laisser plus de place à l'opération, etc. Et du coup, je me dis, si parfois le rééquilibrage est déjà un souci, suivre déjà ça pendant 4 semaines à fond, ça va déjà être une première complication. Et par la suite, ça ne va engrainer que des complications parce que le changement, il n'est pas réel. On ne veut pas réellement changer, c'est juste qu'on voit une solution parce qu'on est désespéré. Et au final, ce changement, il doit d'abord venir intrinsèquement, de façon à vraiment avoir les motivations nécessaires, etc. Maintenant, je le répète, chaque cas est différent. Moi, je parle ici parfois avec des gens que j'ai vus, etc. Maintenant, je comprends tout à fait. J'ai des patients avec lesquels j'ai encouragé à faire une chirurgie parce que je voyais que ça n'allait pas. Et il faut toujours réfléchir en bénéfice-risque. Oui, il y a ce risque de carence nutritionnelle, etc. Mais à côté de ça, si on sait perdre du poids pour lui éviter des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc., oui, on saute dessus. C'est une solution comme une autre, tu vois. C'est comme un peu cigarette électronique, cigarette classique. On sait que la toxicité de la cigarette électronique, on n'a pas encore assez de recul pour se dire, dans 20 ans, on ne sait pas exactement ce qu'il y aura. On sait juste qu'il y a 1000 fois moins de molécules toxiques dans la cigarette électronique que dans la cigarette classique. Donc c'est bénéfice-risque, c'est mieux d'aller vers la cigarette électronique. Maintenant, moi je garde ça comme une solution provisoire, comme aide, comme substitut nicotinique, de façon après à arrêter totalement. Alors, j'aimerais également parler de ton projet, ton projet qui a abouti. C'est notamment sur la création des plats. Comment est-ce que c'est venu à l'esprit de créer ce projet? On a parlé de ton centre aussi, mais on n'a pas parlé du nom du centre et savoir où est-ce qu'il se situe. Alors, mon centre personnel se situe... En fait, il y a 2 centres. Si tu veux, en fait, c'est né de la collaboration avec un ami qui est podologue et qui a fini ses études en même temps que moi. Et si tu veux, cet ami-là, il était toujours chez ses parents. Et au rez-de-chaussée, si tu veux, de la maison, ils avaient racheté la maison récemment. Et il y avait un centre
qui était déjà fait en fait. D'accord. Et donc, au final, il m'en parle. Il dit oui, je pense que je vais faire un centre parce que c'est déjà ça. Et puis les parents, ils n'ont pas vraiment besoin de ces pièces-là, etc. Donc je me dis pourquoi pas pour me lancer, etc. Parce qu'il faut un local, il faut un beau local, il faut une salle d'attente. Enfin, tu vois, c'est important pour les patients. Et du coup, il me parle de ce projet-là. Moi, au départ, j'étais que en cabinet privé. Puis je me dis, bah oui, pourquoi pas? Parce que je trouve que maintenant, le centre, maintenant, l'essence de la réussite niveau médical, je trouve, c'est la pluridisciplinarité. Oui, tu vois. tout à fait. Donc le fait de travailler en équipe à fond, de pouvoir parler des cas ensemble et de trouver des solutions ensemble. C'est comme une formation continue, constante, avec différents points de vue. À fond, parce que tu apprends des choses en discutant avec des gens, avec d'autres disciplines, tu te dis, ah oui, c'est vrai que ça, je ne le propose pas. Enfin, par rapport à la diététique, c'est vrai que d'avoir une approche avec un kiné, avec un coach, avec un docteur, tu vois, pour en apprendre plus sur le patient, le diriger mieux, etc., trouver de meilleures solutions, etc., c'est toujours intéressant. Donc, c'est né de tout ça, où au final, j'ai créé ce centre du coup à Hélessine, donc dans mon village, donc dans le Brabant-Wallon, et celui de mon collègue, c'est à Liège, à Saint-Nicolas. Excuse-moi, voilà. Aucun problème. Donc, c'était lourd. C'était de plus. Donc le centre, au départ, c'était juste la collaboration du podologue et du diététicien. On va s'en remettre, t'inquiète. Ouais. Bon. Bien. Donc, au départ, le centre, c'était vraiment la collaboration entre moi et le podologue. Et puis, au final, il y a une logopède qui est sortie des études que je connaissais. Et puis, au départ, c'est... Attends. Parce qu'il faut que ça fait déjà quand même quelques temps. Logopède, et puis... Ouais. Donc, au départ, c'était juste la collaboration entre moi et mon collègue, du coup, qui était podologue. Et au final, il y a une logopède qui est sortie des études aussi. On s'est dit, pourquoi pas qu'elle rejoigne l'équipe, etc., qui fait super bien son boulot aussi. Et c'est chouette de développer ça. En fait, on est tous une équipe de jeunes où on se lance tous en même temps. Et il n'y a rien à faire, c'est gagnant-gagnant aussi, parce que quelqu'un qui va venir chez moi, il va se dire, ah oui, il y a les services aussi de podologie, pourquoi pas aller me refaire des semelles orthopédiques, enfin, tu vois. Puis il y a une pédicure médicale qui est venue, puis une thérapeute, mais plus coaching type développement personnel, access bar, enfin plein de choses très spécifiques, mais que tu ne connais pas non plus en tant que paramédical, et parfois échanger aussi sur ces pratiques-là, ça peut être une solution pour un de tes patients, tu vois. Et puis du coup, maintenant il y a un ostéopathe qui vient de s'installer, et puis il y a une neuropsychologue qui arrive en janvier. Ça, c'est des projets où tu te dis au départ, oui, on verra bien, tu vois. Au début, j'étais seul dans mon cabinet. C'est plus chouette quand tu es encadré, quand tu es accompagné de gens, quand tu travailles en équipe, quand tu as ces échanges qui sont faits, et tu apprends toujours. Et c'est ça, je pense que la vie, même si on tente des choses, etc., c'est toujours des apprentissages. Il faut toujours apprendre de ce qu'on fait et toujours tenter des choses. Et c'est maintenant qu'on doit le faire, c'est pas dans 10 ans. Je pense que plus tu attends un temps pour le réaliser, moins tu as de l'enthousiasme et moins tu auras de possibilités de le faire, tu vois. C'est comme je te dis YouTube, je sais que si je le commence pas cette année, je sais que je serai plus enthousiaste à le faire, tu vois. Donc, c'est ces périodes-là qu'il faut cibler et se dire, voilà, même si au début, et on en parlait aussi, on sait que la première vidéo, elle sera nulle, mais ça te donne l'occasion de t'améliorer et de commencer quelque part. D'avoir une base, effectivement, une base de travail. Et ce qui est dur encore, je crois que c'est le regard des autres, d'affronter cet échec, ce petit échec-là. Parce que là, il y a des gens que tu ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Les personnes, ils vont venir te critiquer naturellement. Oui, c'est ça. Et c'est le jeu aussi, parce que tu es à vue de tout le monde, tu vois. Mais du coup, ça te donne un repère pour t'améliorer par la suite. Et puis dans un an, quand tu te développes, quand tu commences à être à l'aise face à la caméra, c'est bon, on n'en parle plus de ta première vidéo, mais c'est les premières semaines, les premiers trucs où quelqu'un te croise dans la rue, ah ouais, t'as fait une vidéo de merde, oui, enfin voilà. Mais tu vois, c'est des trucs où tu te dis, c'est compliqué à gérer, tu vois, quand t'es pas mentalement solide à ce niveau-là et que tu t'exposes à la vie des gens, mais il faut toujours voir ta vie comme... pas une bénédiction, mais quelque chose qui va faire en sorte que tu t'améliores, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, c'est comme... Donc après, on en vient au repas. Donc si tu veux, quand j'ai commencé un cabinet, je t'ai dit, j'ai vraiment voulu faire un panel. Attends, je te coupe. Dis-moi. Pas de coach sportif dans ton cabinet? Pas de coach, non. Pas de coach. T'en veux pas? Si, j'en veux un. J'attends toujours. Mais là, on est un peu full, je t'avoue, niveau place. Il va déjà falloir s'agrandir, c'est dingue. C'est ça, tout à fait. Mais non, il faut voir aussi, parce que parfois, les coachs sont déjà dans des endroits type kiné, etc., où ils ont beaucoup de matériel, etc. Nous, tu vois, niveau matériel, on reste limité en place, etc. Ouais. Donc, voir ce qui est possible. Donc, moi, j'aimerais bien un coach. Ça, c'est vraiment le top, je trouve, de collaborer avec un coach sportif et un diète, tu vois. Tu mets un coach là-dedans, il est aux anges. Hein. Ouais, c'est ça, à fond. Donc, voilà, s'il y a un coach
s'arrange On sait jamais. faut juste qu'on s'arrange niveau horaire, mais sinon, voilà, on trouvera bien de place. Mais voilà, donc voilà, ce cabinet prend forme et c'est chouette d'avoir un projet abouti, tu vois. Bien. Donc, On parlait des repas aussi. des repas. Les repas. Donc c'est venu, donc je te dis, au départ, quand j'ai commencé les consultations, je me suis dit, comme pour tout, je pense, dans la vie, les patients ont parfois besoin de différences, tu vois. Donc les consultations, c'est bien, ça aide, etc. Mais il faut des choses en plus, je pense, pour les aider encore plus. Parce que si on savait que la consultation seule résolverait tous les problèmes, ben ok, tu vois, mais là, on n'est pas à 100% de réussite, et tant qu'on n'est pas à 100% de réussite, pour moi, on échoue, tu vois, par rapport au domaine de santé publique, etc. Il y a des mesures qui sont prises, il y a de plus en plus de métiers qui prennent forme aussi, tu vois, des différentes disciplines médicales, paramédicales, qui permettent d'améliorer la santé psychologique et physique des gens, mais je pense que tant qu'on n'est pas à 100% de réussite, ben, on a encore échoué, tu vois, donc il y a toujours des moyens de s'améliorer. Donc ici, moi, j'ai vraiment pris ça en tant que patient, parce que j'ai été patient, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu attendre de plus d'un diététicien, tu vois. Donc, au final, j'ai créé tout un panel d'outils en ligne, donc des modules vidéo chaque mois que les patients récupèrent dans leur boîte mail, donc qui permettent d'apprendre sur la nutrition, comprendre comment ça marche tout simplement, développer cette autonomie alimentaire, et savoir être autonome tout simplement, tu vois, pour le long terme. Des recettes diététiques, donc ça, ben, je les avais créées, je crois que c'était 15 recettes diététiques par mois, de repas chauds, etc., des petits déjeuners, des collations, enfin vraiment donner des outils en plus, la permanence téléphonique, et un programme sportif aussi que j'avais fait justement avec un coach de ma région, justement une remise un peu à zéro. C'était qui le coach? Olivier Dachelet. Ah non, celui-là, je ne le connais pas encore. Non, mais voilà. Mais en fait, si tu veux, il gérait la salle de sport dans laquelle je travaillais. Du coup, on a eu le contact rapidement. C'était un gars super chouette. Et, enfin, encore maintenant, il est super chouette. C'était laquelle comme Fitness ça? Essentiel, à Nu. Ah oui, je vois c'est laquelle. Donc voilà, c'est un gars jeune aussi, motivé, déterminé à ce que ses clients, ses patients arrivent à leurs objectifs. Et c'est ça qu'on a en commun et du coup qu'on voulait créer un outil pour les patients. Tu vois, donc ça c'était un outil en plus. Et puis je me suis dit, ben voilà, tu as tes recettes, etc. Tu sais que quand tu envoies les recettes aux patients, ben oui, il y en a qui les utilisent tout le temps, il y en a qui les utilisent jamais, il y en a qui n'ont pas le temps de faire à manger, etc. Parce que parfois c'est des recettes un petit peu longues, donc pourquoi pas les exploiter. Donc j'ai fait un peu ma recherche niveau traiteur dans ma région. Je suis tombé sur un gars fantastique qui est reconnu dans ma région comme un des meilleurs traiteurs, je pense, et je trouve qu'il travaille super bien. Moi, j'ai toujours eu peur de m'associer, d'avoir des collaborateurs, etc., de devoir rendre des comptes, de devoir travailler ensemble. Parce que je trouve que les collaborations ou les associations, c'est comme des mariages. Tu sais que c'est pas parce que tu t'entends bien avec une personne que tu auras typiquement la même vision sur ça, tu vois. Donc moi, je voulais quelque chose de diététique, de bon. Donc ça, je comptais sur le traiteur pour donner des idées aussi, pour améliorer la gustativité, parce que je ne suis pas cuisinier, tu vois, je reste diététicien à ma place, les valeurs nutritionnelles, les bons aliments, etc. Mais comment les associer, comment agrémenter un plat, des choses comme ça, ben ça, c'était son boulot, tu vois. Donc au final, on a convenu d'un principe où on a réfléchi, on a tenté des choses, on a fait goûter, etc. Au départ, c'était qu'un repas. Maintenant, c'est un repas, donc principal avec les 3 éléments, donc viande, volaille, poisson, œufs, etc., féculents, toujours de type complet, et puis légumes, tu vois. Et à côté de ça, on intègre toujours un potage et un fruit en dessert, tu vois. Comme ça fait un... Niveau volume alimentaire, c'est bien, ça plaît aux personnes aussi, ça fait découvrir certains aliments, donc comment associer les légumineuses, les choses comme ça, différents aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger, on essaie toujours de fonctionner avec les aliments de saison aussi. Et puis le potage, ben, on essaie d'éviter le gaspillage alimentaire parce qu'il fait les potages, si tu veux, avec les légumes qu'il a déjà utilisés pour d'autres préparations. Tu vois, donc on essaye aussi d'avoir cette vision-là aussi. Et qui permet d'avoir vraiment ces structures dans l'assiette qu'on essaye d'avoir en consultation, donc moitié légumes, un quart féculent de type complet, puis un quart viande, volaille, poisson, œufs, etc. Tu vois, donc ici, ben, ça reste une petite échelle, c'est dans ma région, c'est le mercredi 1 fois par semaine, ben, en espérant qu'un jour ça grandisse, que ça puisse grandir, ça peut s'élargir à un petit peu plus aussi en Belgique, etc. Tu vois, donc c'est des chouettes projets, ça change un peu des consultes, et c'est toujours chouette. Moi je m'éclate, c'est tout con, mais livrer des plats, ben, tu as le contact avec au début c'était que les patients, maintenant ben, c'est un petit peu des familles, c'est un petit peu des entreprises, etc. Ah, tu vas chez les entreprises aussi? Tout à fait. Ben, là j'ai commencé, si tu veux, un peu prospecter, donc voilà, j'essaye d'amener ce concept, mais j'ai pas envie que les gens me voient comme quelqu'un de commercial, de vendeur, tu vois. J'essaye d'avoir cette bienveillance par rapport au potentiel client en lui faisant découvrir ce produit. Voilà, vous êtes en entreprise, je livre dans votre région, je livre déjà quelques voisins à vous, je passe devant chez vous. Si jamais ça vous intéresse, que vous n'avez pas le temps, parce qu'il y a beaucoup de commerçants, voilà, la pause midi, c'est vite un sandwich, c'est vite un truc fast, machin.
Mais voilà, si vous avez votre plat livré, ben, c'est un service pour vous. Et comme ça, voilà, c'est des choses qu'on essaye d'augmenter. Je me dis toujours, les projets qu'il faut avoir, ils doivent quelque part un peu améliorer, je ne vais pas dire le monde, mais améliorer la société, donner des services aux gens. Moi, je sais que par exemple, des plats comme je fais, mais non, voilà, c'est peut-être pas objectif parce que c'est moi qui les livre, etc. Mais j'en prends quelques-uns parce que je sais que mercredi, jeudi et vendredi, ben voilà, je me casse pas le cul, j'ai mon plat qui est là et je sais que c'est sain, que c'est dans mes macros et que c'est très bon, tu vois. Parce que cuisiner, même si je suis diète, j'aime bien chipoter en cuisine, mais cuisiner tous les jours, tu vois, ça me saoule vite, quoi, tu vois. Et tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, tu vois. Donc, pour élargir un peu le champ alimentaire et permettre de découvrir des nouvelles choses et gagner du temps aussi, tu vois, parce que tu es tout le temps pressé aussi dans cette société-ci, donc ça peut toujours être sympa, quoi. Je voulais aussi revenir sur quelque chose par rapport au plat. Oui. Déjà, par rapport à la concurrence, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ces plats préparés. Ouais. Comment se distinguer. Et la deuxième chose, c'est au niveau du délai de consommation. Oui, ok. Voilà, savoir, parce que c'est vrai qu'il y en a qui se disent je vais acheter lundi, comme ça je suis tranquille pour ma semaine, est-ce que ça tiendra jusqu'au vendredi ou samedi? Nous, ici, on fonctionne en liaison froide, ça veut dire qu'ils travaillent, qu'ils fabriquent les plats et que c'est livré dans le froid, donc on respecte la chaîne du froid. Nous, il fait les plats le mardi, je les livre le mercredi, c'est bon jusqu'au vendredi. On le dit toujours aux clients, patients, comme ça ils savent, ils respectent le délai de consommation. Et ce qui nous différencie, je pense, et c'est ça que je veux vraiment garder en tête, c'est l'aspect local de ce qu'on fait. Parce que le traiteur avec qui je travaille a déjà toute une équipe établie avec qui il travaille. Il a des fermiers dans sa famille, enfin voilà, et donc au final, quand on mange du poulet, c'est du vrai poulet, c'est du poulet qui est bon et que tu sens la différence niveau gustatif. Et c'est cette qualité-là que j'essaye de garder, malgré que ça puisse prendre à une échelle plus grande, ben, toujours garder cet aspect qualitatif. Pour moi, c'est important. Ok, ben écoute, magnifique. Je pense qu'on a abordé déjà pas mal de thèmes. Est-ce qu'il y a, oui, ton Instagram et est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut te retrouver? Tout à fait. Donc le site c'est facile, c'est www.engelslouis.be. Ok, Voilà, on l'affichera de toute façon en dessous dans la description. Et pour les plats, tout se passe sur ton site aussi? Tout se passe sur mon site. Maintenant, je fonctionne souvent par mail. Donc, il y a tous les renseignements sur le site internet, niveau consultation, qu'elles sont en face à face, en ligne, les repas à commander, etc. Maintenant, c'est centré au niveau de ma région, évidemment, pour le moment, je l'espère. Mais il y a tous les renseignements pour me joindre ou quoi que ce soit. Et puis bientôt YouTube, espérons-le. Espérons-le, oui, on espère. Voilà, qui sait. c'est ça. Super, bah écoute, merci beaucoup, Louis. Merci top. à toi. Et puis à la prochaine. Hein. Bah oui, à bientôt. Ça roule, à toutes. Bah écoute, c'était top. Hein. Magnifique. Allez, chouette. J'ai appris pas mal de choses sur l'écologie. Allez, top.